Rouziou, je suis professeur émérite de virologie à la faculté de médecine de Necker. Je suis membre du conseil d'administration de SIDAction et je suis présidente de l'association Arcade le kiosque. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec vous pour organiser et présider cette très belle session. En fait, pour nous, c'est très important car après 18 mois de crise et de contraintes qui ont été liées à cette épidémie de SARS-CoV-2, nombreuses sont les instances à droite à gauche et les personnes qui essayent déjà de faire un bilan et d'analyser les bonnes et mauvaises décisions. Mais pour nous, l'épidémie n'est pas finie, surtout pour nous virologues, vous l'imaginez. Mais je pense que quand même, le moment est venu de faire un bilan, de commencer un bilan sur l'impact de cette épidémie sur 3 sujets majeurs que nous allons aborder aujourd'hui avec les 3 présentations. Avant tout, je voudrais remercier la communauté VIH. Je trouve que vous avez tous été particulièrement bien mobilisés, soignants, chercheurs, associations. Et c'est vrai que l'expertise VIH était là. Elle a répondu présente, même si elle n'a pas été suffisamment sollicitée pour tous ses savoir-faire. Ça fait partie du constat. Il n'y aura pas de questions à cette session. Je pense que chaque orateur aura 15 minutes de temps de parole. Et pour commencer, j'ai l'honneur de vous présenter le premier orateur, le professeur François Dabis, qui est professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'ISPED à Bordeaux, qui est président du Corrivi Nouvelle-Aquitaine et qui a plus de 30 ans d'expérience, tout le monde le sait, dans la recherche sur l'épidémiologie et la prévention du VIH et la santé mondiale. Il a dirigé la NRS jusqu'en décembre de 2017 à décembre 2020 et il préside actuellement la stratégie nationale de santé sexuelle depuis avril 2021, ce qui est pour nous extrêmement important d'avoir François auprès de nous sur ce sujet. Il conseille aussi le gouvernement pour le projet d'académie OMS depuis mai 2021. Et donc, François va aborder la question, les autres épidémies ont-elles été éclipsées par la Covid? François, je te donne la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci Madame la Présidente, merci Christine surtout. Et je suis bien sûr ravi d'être là et d'avoir été invité par le SIDAction et ravi de voir que cette convention peut avoir lieu sur un mode un peu différent, mais malgré tout, elle peut avoir lieu. Alors je vais partager mon écran et mettre tout de suite le PowerPoint. J'espère que vous allez le voir à l'écran tout de suite. Ça Très fonctionne bien. bien, c'est bon Très bien. Parfait, très bien. Merci. Alors, donc, on m'a demandé de traiter d'un sujet. Les autres pandémies ont-elles été éclipsées par la Covid? J'ai bien sûr accepté ce sujet, mais j'avais moi-même quelques doutes lorsque j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, à voir. Je pensais qu'il y aurait très peu de données. Et je m'aperçois quand même, je me suis aperçu, et je vais les partager avec vous, qu'il y a déjà pas mal d'informations qui ont circulé, qui sont des vraies données et pas uniquement des modèles ou des commentaires. Et donc, Christine a tout à fait raison. On peut déjà s'interroger sur un certain nombre de choses. Alors, la première chose dont il faut bien, je crois, se souvenir, et Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet, l'a dit dès le mois de septembre l'année dernière, c'est que certes, le Covid-19 ou la Covid-19, c'est une pandémie au sens où c'est une maladie qui s'est propagée dans le monde entier en un temps qui plus est extrêmement bref, mais c'est beaucoup plus que ça, et il a employé le mot de syndémie, au sens où c'est un problème de santé au départ qui affecte très rapidement, on peut dire, l'ensemble des segments de notre société. J'ai envie de dire comme l'avait fait le VIH, mais de manière bien sûr différente vu le contexte. Alors, si on pense à syndémie et si on imagine bien on revoit bien tout ce qui s'est passé depuis 18 mois maintenant, on évoque effectivement tout de suite les relations entre la Covid et beaucoup d'autres problématiques, dont des problématiques de santé. Et effectivement,
effectivement, à votre demande, j'ai choisi d'en regarder 4 tout particulièrement: le VIH-Sida, les hépatites virales, la tuberculose et le paludisme. Alors, regardons, bien sûr, c'est normal, vu l'audience et la session où on est, le VIH-Sida tout d'abord. Alors, partons des chiffres. Alors, pourquoi je remets quelques chiffres et je n'en mettrai pas beaucoup? C'est parce qu'on est dans le mois de juin 2021 où on célèbre, je ne sais pas s'il faut le célébrer ou en tout cas le commémorer, les 40 ans de lutte contre cette affection. À l'époque, ce n'était même pas un virus. Il nous faudra encore recommémorer ça dans 2 ans. Et donc, ces chiffres de l'ONU-SIDA, 1,5 million de nouvelles infections par an, 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH, 690 000 décès dans l'année, sont des chiffres qu'on connaît, sont des chiffres qui sont qui tiennent compte d'améliorations extrêmement sensibles dans tous ces domaines au cours des années écoulées. Mais comme c'est écrit ici, et j'extrais cette phrase du rapport le plus récent de l'ONU-SIDA, là, au moment justement de notre anniversaire du mois de juin 2021, on note un ralentissement des progrès dans pratiquement tous les indicateurs au cours des dernières périodes de temps. C'est-à-dire que oui, il y a toujours des progrès, mais ces progrès ont tendance à être de plus en plus lents. Peut-être que là où on aura des progrès les plus significatifs encore dans les 10 prochaines années, c'est sur la réduction de la mortalité. Mais pour le reste, les progrès étant lents et le ralentissement semblant se dessiner, il est fort possible que l'horizon 2030, pour l'instant, soit encore assez incertain. Alors, non, le pays qu'on pourrait penser être le plus avancé dans tous les domaines, et notamment parce que la science y a beaucoup fait de progrès qui ont irrigué sur l'ensemble du monde, même si je crois que la France, notamment, on n'a pas à rougir de la science qu'on a produite. Eh bien, la semaine dernière également, le CDC, le MMWR, la revue épidémiologique du CDC américain faisait un bilan sur la période 81-2019, avec bien sûr sur la période de 80-99 une baisse de 73% des nouvelles infections annuelles, mais quelque chose de totalement affligeant et qui renvoie à la question des inégalités en santé, le fait que dans les infections, dans la période la plus récente, notamment l'année 2019, la plus grande partie des infections maintenant, presque la plus grande partie, touchait les Noirs américains et les Hispaniques. Je crois que les Noirs américains, on est passé de 25 à 40% des nouvelles infections sur cette période. Alors, clairement, parmi les échecs, enfin en tout cas les choses qui n'ont pas bien fonctionné encore entre la découverte scientifique et leur usage à large échelle, c'est la PrEP. Et là, Anthony Fauci, que tout le monde connaît, à la CROI 2021, qui s'appelait la Virtual CROI, a montré cette diapositive qui me semble très, très révélatrice du fossé qu'il y a encore dans l'usage, hein, puisque l'estimation du gouvernement américain ou des instances américaines en matière d'usage de la PrEP aux États-Unis, c'est à peine 18% de la cible que l'on peut imaginer devoir avoir. Alors, ayant tablé un peu, ayant montré ce schéma général de positionnement du VIH en l'état actuel des choses, avec des tendances lourdes qui ne sont pas les tendances qu'on souhaiterait voir, je voudrais examiner avec vous très rapidement comment le Covid a pu perturber encore plus tout ceci, avec 3 dimensions, le test, la rétention dans les soins et la suppression virale. Alors, commençons par regarder par le test. Et venant en France, c'est quand même aussi très intéressant de voir des données françaises. Alors, j'espère ne pas dupliquer ce que peut-être l'équipe de Santé publique France a présenté hier, je crois, dans la plénière. En tout cas, ce que je montre ici, c'est qu'on avait une tendance lourde, là, cette fois-ci, mais dans le bon sens, d'augmentation
de l'usage du dépistage au cours des 7-8 dernières années. Et ce que l'on voit très très bien sur l'année 2020, c'est cette cassure extrêmement marquée pendant de nombreux mois et un retour à une situation qui n'est encore pas normale de ce point de vue-là. De la même manière, en ce qui concerne la PrEP en France, la cassure sur les mois de confinement était de l'ordre de 36%. Sur la période suivante, encore moins 19%. Donc vous voyez qu'ici, alors qu'on est déjà en dessous des cibles que l'on souhaite avoir, on a perdu des opportunités relativement importantes en la matière. Alors, pour au travers de ces chiffres que je viens de donner et également d'autres données que je n'ai pas montrées d'une enquête qui a été menée sous l'égide de Santé publique France, eh bien, donc 3 choses. L'activité de dépistage a chuté, et elle a chuté pour le VIH comme elle a chuté pour les infections sexuellement transmises bactériennes durant le premier confinement. Les autotests n'ont pas compensé ces pratiques de dépistage plus classiques qu'on avait depuis fort longtemps. Incontestablement, le recours à la PrEP a été partiellement interrompu et on n'a pas encore retrouvé les niveaux que l'on attendait. Enfin, et ça c'est les données d'enquête dont je viens de parler, chez les HSH, les vulnérabilités spécifiques de santé préexistantes liées à l'isolement ou à la consommation de produits plus les vulnérabilités socio-économiques qui ont été parfaitement documentées maintenant, font craindre quand même beaucoup de problèmes encore sur l'année 2021, où en plus on a encore vécu un autre confinement, et la sortie de crise est encore un petit peu incertaine. Ça aura des conséquences sur le niveau de couverture préventive pour les personnes les plus exposées, les personnes qui sont donc les plus vulnérables, et au-delà de ça, sur les délais au diagnostic pour les personnes infectées et la prise en charge individuelle qui permet d'aboutir par l'usage universel du traitement au traitement comme moyen de prévention, les fétasmes. Donc, on peut s'attendre, il faudra le vérifier dans l'année à venir, que les délais entre le diagnostic et la prise en charge tendent à augmenter ou en tout cas ne baissent plus quelque temps. Alors, le deuxième point, c'est la rétention dans les soins. Pour la rétention dans les soins, je vais nous projeter en fait dans le pays où s'il devait y avoir un problème, ce problème aurait été le plus facile à détecter, mais aussi le plus important en termes de conséquences, c'est l'Afrique du Sud. Et je fais référence ici à une publication parue dans le Lancet en février de cette année concernant la région du KwaZulu-Natal, avec 2 spécificités. La première, c'est que c'est probablement l'endroit au monde, en termes de large population, où l'épidémie est encore, la VIH est encore la plus active. Et deuxièmement, c'est le pays et donc la région, une des régions de ce pays où les mesures restrictives liées au Covid ont été les plus massives et les plus violentes. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la tendance lissée par le fait de saisonnalité de la manière dont la collection des antirétroviraux dans les centres de délivrance de ces médicaments a évolué pendant les périodes qui précédaient. Et ici, vous avez ce qui s'est passé pendant la période de Covid avec les différents niveaux de confinement que les Sud-Africains ont mis en place. Et somme toute, on voit que ça ne s'est pas si mal passé que ça de ce point de vue-là en Afrique du Sud. Et donc, on n'a pas eu tellement probablement d'interruption de traitement. Par contre, ils décrivent, et c'est un autre graphique que je ne présenterai pas aujourd'hui, des mêmes problèmes en matière de dépistage et donc d'initiation de traitement que nous avons vécu. Donc voilà un effet relativement modeste, évidemment dommageable, mais relativement modeste sur la persistance des services de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Je ne présente pas de données françaises, tout simplement parce que grâce à la téléconsultation, grâce à l'organisation de notre système hospitalier et extra-hospitalier, nous savons tous, et nous, dans l'Ecorévie, on a pu le constater, qu'on arrivait assez bien à organiser les choses dans le contexte des confinements successifs.
Alors, restait un dernier point, peut-être, en rapport avec la suppression virologique, mais pas du tout en rapport avec le traitement, c'est est-ce qu'il y a des effets directs de la Covid sur l'infection à VIH. Et là, je vais vous renvoyer une présentation qu'avait fait Julia Del Amo, une épidémiologiste madrilène, au cours de la CROI virtuelle de cette année. Et je vais résumer, je vais prendre cette diapositive de conclusion pour aborder les quelques points qui étaient importants et sur lesquels elle apporte, je crois, des réponses assez convaincantes. Est-ce que les personnes vivant avec le VIH étaient à plus grand risque à plus grand risque d'être testées par le SARS? Eh bien, oui, dans des conditions égales d'accès au test, on a testé plus volontiers les personnes vivant avec le VIH, ce qui était plutôt une bonne chose. Est-ce que les personnes vivant avec le VIH avaient un plus grand risque d'acquérir l'infection à VIH? Cela a semblé le cas dans la plupart des analyses qu'on qualifie de non ajustées, mais que une fois qu'on a ajusté sur les différences de caractéristiques socio-économiques, ces effets n'apparaissent pas si importants que cela. Troisièmement, est-ce que les personnes vivant avec le VIH avaient un risque plus élevé de maladies sévères liées à la COVID? À nouveau, les analyses non ajustées le laissaient penser, mais tout ceci semble plutôt en rapport aujourd'hui à des effets intermédiaires que liés à des comorbidités, diabète, hypertension et autres. Enfin, dernier point, est-ce que toutes les personnes vivant avec le VIH ont le même risque de maladie à Covid sévère? Ils ne le sont probablement pas. Et en effet, il y a des différences entre personnes et entre groupes de personnes, mais ceci ressemble quand même très fort à ce que nous avons vu dans la population générale. Voilà, alors je terminerai cette partie de ma présentation en disant qu'il y a une méta-analyse et une revue systématique qui viennent de sortir sur ce sujet, et je vous donne ici la publication. Je rappellerai qu'en début d'année 2025, l'ONU-SIDA nous a boosté tous, en tout cas tous les pays, vers de nouvelles cibles dans lesquelles on retrouve ce qui étaient les 90 historiques et qui maintenant sont montés à 95. Hein. Les 3,95, ils sont ici. Mais on voit qu'il y a d'autres choses qui sont mentionnées. Excusez-moi, ils sont ici. Mais on voit d'autres choses qui sont mentionnées maintenant également, comme devant atteindre 95% d'ici 2025, et aussi des recommandations en matière de niveau ABC de discrimination, qui sont également des indicateurs qu'il faudra suivre dans le futur et sur lesquels la Covid pourrait avoir eu des impacts. Enfin, je terminerai totalement le VIH et je resterai beaucoup plus rapide sur les autres sujets. Je préfère me rassurer tout de suite, Christine, sur la modération, pour parler aussi du financement. Et dans ce financement, dire que si on regarde le financement international sur les grandes pandémies, on voit que là où le financement en rapport avec le VIH, PEPFAR, Global Fund, UNITAID a fait totalement décoller la courbe du niveau mondial des financements, on voit qu'au cours des dernières années où beaucoup d'autres choses se sont passées, j'y reviendrai dans ma conclusion, ces niveaux ont eu beaucoup plus de mal à évoluer. Et donc, on est sur la voie d'une globalisation des financements. Ça sera ma diapositive de conclusion dans 2-3 minutes. Je terminerai vraiment cette fois-ci la problématique du VIH en vous renvoyant à un article très intéressant écrit en français par Stéphanie Ciambiano il y a quelques semaines également dans Médecine tropicale et santé internationale, et qui est une belle perspective, je trouve, sur les parallélismes entre ces deux pathologies. Alors, passons très très brièvement à l'hépatite virale. Je dirais que pour l'hépatite virale, je n'ai pas d'indication, je n'ai pas trouvé d'informations comme quoi l'épidémie de Covid peut avoir vraiment impacté la lutte contre les hépatites. Et je mentionnerai le fait que la semaine dernière, l'OMS a sorti des directives sur la manière de valider l'élimination des hépatites virales dans les pays. Et ceci me semble important. Ça veut dire qu'on continue à voir la réduction des hépatites et probablement le contrôle durable des hépatites comme relativement faisable d'ici 2030. Et j'ai mentionné ici sur la gauche des indicateurs qui sont ceux qu'on retrouve dans ce rapport. Alors, je terminerai par je presque termine avec la tuberculose.
Sur la tuberculose, on vient d'avoir le rapport annuel à niveau de l'OMS sur les programmes de lutte contre la tuberculose. Vous voyez ici qu'il y a au moins 7 indicateurs majeurs qui sont mentionnés là-dessus, avec des cibles qui sont au milieu de ces cercles. Et ce qu'il faut voir tout de suite par le code couleur, c'est que la couleur indique le niveau d'atteinte de ces cibles, par rapport à là où on aurait dû être en 2019 ou un petit peu plus tard pour certains. Ça veut dire que, quels que soient les indicateurs, le degré d'atteinte des cibles est relativement modéré globalement en matière de tuberculose. Alors, est-ce que la Covid a modifié quoi que ce soit ou a pu aggraver un petit peu les choses? Eh bien, à nouveau, dans ce rapport, on trouve une information intéressante concernant 4 pays, Inde, Indonésie, Philippines et Afrique du Sud. Pourquoi ces pays sont choisis? Parce que ces pays représentent à eux 4 presque la moitié de tout le fardeau des nouveaux diagnostics de tuberculose dans le monde. Et ce que l'on voit évidemment pendant les confinements de l'année 2020, c'est la chute relativement profonde des niveaux de diagnostic de la tuberculose dans ces pays. Donc, on peut s'attendre effectivement à des impacts sur 2021-2022. Et bien sûr, il faut se poser la question, et les responsables de ces programmes se les poseront, de savoir si ceci est provisoire ou si ceci durera. J'en terminerai avec le paludisme. Paludisme qui est vu, lui, comme un effort dans la durée en matière de pandémie. Le rapport annuel vient de sortir sur la lutte contre le paludisme. Vous voyez que l'ordre de grandeur des chiffres, les milliards de cas évités depuis 2000, les 7,5 millions de morts évitées depuis, on ne se projette pas dans le même horizon et on ne se projette pas non plus dans les mêmes figures chiffrées. Et ce qui est intéressant et que j'ai trouvé dans ce rapport, c'est les indicateurs sur les grands domaines dans lesquels les programmes de paludisme interviennent et la relation possible que peut avoir le Covid avec ces indicateurs. Alors je m'excuse, c'est un petit peu jargonné parce qu'en matière de malaria, ils ont leur propre jargon qu'on ne connaît pas très très bien. Donc premier idem, et il est en vert foncé pour dire que pour moi c'est très bien, tous les pays qui avaient programmé des campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier était en passe de les terminer en 2020-2021, malgré de légers retards dans certaines régions. Un petit peu moins bien, sur les 47 pays ayant planifié des campagnes de pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides, 23 les avaient terminées et 13 sont en passe de les terminer. Un peu plus neutre, plusieurs pays ont terminé leur campagne de distribution de moustiquaires imprégnés de longue durée et un certain nombre sont encore en train de les distribuer, mais on voit qu'on n'a atteint même pas la moitié de la cible. Enfin, ce qui semble beaucoup plus problématique, c'est les dysfonctionnements qui ont été constatés pour l'accès à un traitement antipaludique efficace au cours de l'année 2020-2021. Voilà, donc je voudrais terminer en posant peut-être la question de la manière dont elle a été posée dans le programme, c'est les autres pandémies seront-elles éclipsées dans l'après-Covid, puisqu'on espère tous, on est quasiment convaincus qu'on va sortir quand même d'une manière ou d'une autre de la Covid. À mon avis, les problèmes sont de nature très différente maintenant. C'est l'évolution des programmes ou des efforts en matière de couverture de santé universelle. Le problème qu'on a vu qui a été extrêmement aigu pendant la Covid de ressources humaines en santé qui sont inadéquates dans la plupart des parties du monde, y compris dans la nôtre. Et puis, bien sûr, la réforme de l'OMS et de l'architecture de la santé mondiale, dont on parle beaucoup depuis quelques semaines, le tout débouchant sur un financement de la lutte contre les pandémies actuelles et futures qui soit adapté. Et donc, ce sera vraiment ma dernière diapo. Je vous ai montré cette diapo tout à l'heure qui montre que progressivement, les efforts autour du VIH et quelque part du paludisme et de la tuberculose ont été dilués dans beaucoup d'autres choses. Ce que je ne vois pas encore, et je n'ai pas trouvé les chiffres, c'est le montant des efforts financiers qui ont été déployés sur l'année 2020 et encore moins 2021. Et vous voyez qu'avec l'existence de COVAX et tout ce qui va avec, sur les diagnostics, les traitements, les vaccins, il est évident que cette courbe va augmenter d'une manière artificielle, mais d'une manière extrêmement conséquente, et donner l'impression que les financements internationaux sur la santé mondiale sont en évolution.
Moi, je dis que l'avenir me semble particulièrement incertain pour toutes les pandémies au-delà de l'épisode 2020-2021 que nous venons de vivre. Et je vous laisserai donc probablement sur cette conclusion. Une conclusion qui, à mon avis, devra maintenant nous aider à travailler avec deux dimensions. La première, c'est qu'il faudra toujours travailler, y compris dans le VIH, en commençant par le VIH, en suivant la science. Et l'International AIDS Society, cette semaine, a fait un statement sur le sujet très, très clair. Voilà. Et deuxièmement, sur le fait que, en ce qui concerne les trois pandémies principales, mais pour d'autres aussi, il faut qu'on raisonne de plus en plus sur le fait que les solutions qu'on a à notre disposition sont ce qui s'appelle des biens communs mondiaux. Voilà, je m'arrête et je m'excuse d'avoir été un petit peu long. Merci à vous. Bien, François, un grand merci. Nous avons une deuxième présentation qui est celle de Fatoumata Kantao, qui vit au Mali, à Bamako, qui est sous ARV depuis 2007, avec une charge virale indétectable depuis 5 ans. Elle a une maîtrise de droit privé et est en cours d'obtenir un Master 2. Elle est présidente de Pères éducateurs du Mali Arcade Sida et ambassadrice du réseau Grandir Ensemble. Et c'est à ce que cette présentation va vraiment être importante pour nous parce qu'elle est présidente du groupe technique du réseau Grandir Ensemble et présidente de la plateforme Espace Jeunes. Et elle va nous présenter la question des adolescents au cœur de la lutte. Il n'y a pas écrit lutte VIH ou Covid, mais au cœur de la lutte, les enjeux de l'éducation à la sexualité. 15 minutes, ric-rac. Merci, Madame Kantao, de prendre la parole. Merci, Madame Christine. Bonjour à tous et à toutes. Je commence d'abord par remercier SIDAction de m'avoir donné la parole pour participer à cette convention Reprendre la main. Je remercie aussi mon association Arcade Sida, Arcade Santé Plus, qui est la principale association de lutte contre le VIH au Mali. Elle a pour objectif de faciliter l'accès aux soins, traitements plus que social. Je remercie aussi mon association, l'association CESAC, qui est la principale association aussi basée à Bamako. Le diapo en même temps pour ne pas perdre de temps. Donc, je remercie CESAC pour ça. CESAC a été créée à Bamako en 1996. Elle a présentement 7580 patients sous traitement ARV et 621 jeunes de 6 à 19 ans. Ce diapo retrace mon engagement associatif. Comme vous l'avez dit, je suis père éducatrice depuis 2014. À côté de cela, je suis aussi l'une des ambassadrices du réseau Grandir Ensemble et aussi la présidente d'une plateforme nommée Espace Jeunes, qui est un créneau de sensibilisation en matière de sexualité. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous parler sur la thématique des enjeux de l'éducation à la sexualité. Vivre avec une maladie chronique, surtout le VIH, c'est pas facile. On est contraint, on est face à des soucis de lassitude, le fait de ne pas savoir si on pourra ou non avoir un travail stable, se marier, avoir des enfants séronégatifs. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de toutes ces difficultés, nous nous centrerons spécialement sur les difficultés en matière de sexualité. Donc, nous avons eu à observer quelques constats sur le terrain. Comme principal ou premier constat, nous avons le tabou. Le tabou est des difficultés en matière de sexualité. Je ne peux pas parler de sexualité quant aux soignants, par peur d'être jugés, indexés. Ainsi, étant donné qu'il y a ce tabou, ils ont recours à l'Internet pour s'informer, s'éduquer. Là, ils n'ont pas toujours accès à la bonne information. Par ailleurs, ils font face à des possibles précocités de l'entrée dans la vie sexuelle, des difficultés à partager leur statut. Jusqu'à présent, certains de nos pères se marient même sans pour autant avoir partagé leur statut sérologique à leur conjoint. Par peur, on sent le retrait du droit à la sexualité, fait d'être des personnes vivant avec le VIH. C'est dit que les autres ont peur qu'on les compte. Par conséquent, il y a plusieurs cas, donc des cas d'IST, des grossesses précoces, des avortements clandestins, car au Mali, l'avortement n'est pas autorisé. Et cela pousse même certains de nos jeunes à s'éloigner des centres de
en charge par peur d'être critiqués. Suite à ces constats, nous avons eu à mener quelques actions. Donc, comme la première action, c'est d'animer des causeries éducatives dans un centre, un cadre bien déterminé dans le parle de sexualité. Il y a aussi, grâce à l'appui d'Arcade Santé Plus au Mali, nous avons au niveau du CESAC une unité de SSR, service de SSR. Donc, nous avons ici une sage-femme que les pères éducateurs et éducatrices aident beaucoup pour mieux véhiculer et prendre en charge les cas d'IST, d'infections sexuellement transmissibles, des problèmes de contraception. Il y a aussi la plateforme, une plateforme virtuelle nommée Espace Jeune. Là, nous n'échangeons qu'avec les jeunes sur des questions liées à la sexualité. C'est uniquement centré sur ça. Il y a aussi une application nommée application Hello Ado, chargeable à App Store. À côté de ces applications, nous entendons aussi des causeries avec les parents qui puissent mieux comprendre l'enjeu de la sexualité. C'est pas que dès lors qu'on parle de sexualité, c'est pour pousser les jeunes à passer à l'acte, car les parents se plaignent parce que dès qu'on parle de sexualité, c'est les enfants passer à l'acte sexuel. Donc, à notre changeons aussi avec les sur le 10 groupes, nous discutons différentes notions, savoir des questions biologiques, psychologiques et émotionnelles. Comme notion psychologique, par exemple, d'abord, parlons de l'adolescence, ses différentes manifestations, à savoir la puberté, les règles, comment faire pour calculer son cycle menstruel, faire pour éviter une grossesse indésirée. Prenons aussi le temps de la psychologie de l'émotion, parce que beaucoup de jeunes sont confrontés à un manque d'estime de soi. Ils se disent que vu qu'ils sont PVVH, ils n'ont pas le droit d'être heureux, de se battre, d'avoir une vie réussie. Donc, sur le coup, discutons de ces éléments pour qu'ils aient plus confiance en eux. Il y a aussi le plan social juridique. Nous entendons des discussions sur le consentement, la violence, la pornographie, et sur le processus d'animation du groupe virtuel WhatsApp. Le groupe virtuel WhatsApp cible les jeunes, pas uniquement ceux du CESAC, donc le centre où je suis suivi, pas uniquement ces jeunes, mais des différents sites. Donc, sur le 10 groupe, nous entamons des discussions pendant 48 heures, duquel nous ne parlons que de sexualité, des questions. Voilà. On a une difficulté, on ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Est-ce que vous pouvez mettre un micro accroché à votre ordinateur? Vous avez été coupé. Il faut reprendre une liaison. Il faut reprendre une liaison. Mais recevez? Ça y est, on vous récupère. Très bien. D'accord. Donc, pendant ce débat, nous parlons de santé sexuelle et santé de la reproduction. Que ce n'est pas un groupe de discussion uniquement en rapport avec la sexualité. C'est en la matière. Maintenant, le fonctionnement du groupe WhatsApp. Le groupe fonctionne en 3 grands états, savoir les questions de la synthèse. Une question de confidentialité, nous assurons à nos jeunes que choisir l'administrateur pour le choix, que ce soit un garçon, une fille. C'est à l'adolescent de soumettre sa question à la personne qui fait en privé. Et maintenant, c'est à l'administrateur de partager la question sous le de la direction. Et nous précisons la question, juste si c'est une fille ou un garçon, le traitement du temps se fait selon l'ordre d'arrivée, sauf en cas d'urgence, parce qu'il y a des cas urgents. Donc, là, nous, ce thème, nous discutons le jour même. Le débat est dans 48 heures. Dans 48 heures de discussion, les membres réagissent en leur agi. Maintenant, l'administrateur est sous le temps pour rappeler les règlements du groupe.
Maintenant, au bout de ces 48 heures, les 5 administrateurs travaillent ensemble sur une préparer une synthèse des éléments à retenir. Maintenant, 2 administrateurs partagent la synthèse dans le groupe avec un message en français et une note vocale en bambara. Bambara qui est la langue maternelle. En cas de besoin, maintenant, nous référons aux jeunes dans les centres de prise en charge, que ce soit chez un gynéco, sage-femme, dans un centre de prise en charge, selon le. Là, il s'agit de quelques images de nos séances de discussion virtuelles. Comme vous le voyez, il y a 2 jeunes, sinon 4 jeunes qui discutent, savoir VIH, ce que ça existe, comment faire pour porter le préservatif. C'est des questions d'apporter la bonne réponse en disant que stop aux fausses croyances. En bas, à côté, vous voyez l'application Hello Ado, qui est téléchargeable via Apple Store. Grâce à ça, là, ce n'est pas uniquement pour les personnes vivant avec le VIH, mais les jeunes africains, parce que c'est téléchargeable ici. Et à côté, là, vous voyez la démonstration du port du préservatif, que ce soit le préservatif masculin, le préservatif féminin. C'est là les images de science. Comme principale question que nos jeunes nous posent, ce sont des questions d'ordre juridique, des pratiques sexuelles, la parentalité. Certains jeunes se disent, après une fellation, une succion, puis-je tomber enceinte? Comment faire pour avorter? Que faire après un rapport sexuel à risque? Il y a aussi des questions avec la. Donc, certains jeunes grandissent maintenant, qui se marier, se demandent est-ce qu'ils peuvent encore se marier, avoir des enfants séronégatifs. Ce sont là sur les principales questions. Quelques résultats en 2000. 25 011 ados et jeunes adultes de 14 à 20 touchés à travers le message de sensibilisation. Il s'agit de nos différents ados. Facebook, Instagram, partout, il y a les jeunes qui sont accessibles, gestion de l'information là-bas. Que ce soit des messages écrits, 157 adolescents jeunes infectés par le VIH de 12 à 20, touchés par le. Donc, là, il ne s'agit que de VIH, dont le groupe c'est l'ennemi. Il y a aussi 448 jeunes qui ont téléchargé l'application Hello. Selon le sondage, la majorité de ces jeunes en tuent. Je rappelle que ce groupe est uniquement aussi centré sur la santé sexuelle et santé de reproduction. Et 318 ados et jeunes référés au santé sexuelle d'association, 78% des cas liés au CST, 9% au dépistage. Ce sont là les nombres, les chiffres censés dans nos activités. Malgré toutes ces activités, ces animations. 3 minutes. 3 minutes, ok. Nous rencontrons des contraintes d'ordre économique. Parce que l'animation des discussions sur les plans d'infos. Donc, les pères éducateurs ont besoin de fonds pour pouvoir le faire. Il y a aussi une limite technique d'application. Comme vous le savez, l'application WhatsApp, c'est 256 membres par groupe. Cela demande la création de plusieurs groupes pour faire face à les défis et enjeux de l'éducation. Que chacun ait droit et accès à une sexualité épanouie, même dans le contexte du VIH. Nous avons une intégration des services de précesseurs. Cela favoriserait une démystification de la sexualité. Les soignants pourront ne pas avoir de tabou. Les jeunes aussi auront moins peur de cela serait la nécessaire. Il faudrait aussi une sensibilisation des familles, car il ne faudrait pas oublier que nous sommes en Afrique. Les jeunes n'ont pas droit à la sexualité. Il ne faut pas donner d'informations à la matière parce qu'ils ont peur en se disant que dès lors qu'on parle de sexualité, c'est pour pousser l'enfant à passer à l'acte, alors que ce n'est pas le cas. Une sensibilisation des familles, c'est qu'ils comprennent.
l'importance de la sexualité. Et cela faut aussi aux jeunes connaître les droits en matière de sexualité. Il y a aussi la formation des soignants, donc donner les moyens d'agir, former les soignants. Certes, les soignants sont formés, mais peut-être une révision, mais plus de formation pour les pousser à mieux accepter les notions de SSE. Ce sont nos soignants, nos tontons, tantis ici, comme on le dit. Et ils se disent par moments que nous sommes encore jeunes. Donc, à travers des formations et activités, peut-être ils comprendront que leurs enfants ont aussi grandi et ont besoin maintenant de notions aussi en rapport avec la sexualité. Former aussi les pères éducateurs qui sont un rempart entre les soignants et le centre jeune. Cela se ferait à travers les outils, vous savez, il est facile de accéder aux jeunes avec les moyens en présentiel. Les perspectives, besoin d'identification, par exemple, ils sont là de faire des mini-vies. Je trouve que les jeunes qui sont sur les antennes, pour savoir qu'il y a d'autres jeunes comme eux qui sont passés par ce même et qui s'en sortent. Il y a aussi un national à la sexualité puisse être par tous. Grandir, direction, sur le plan national. Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment important et intéressant. Et bravo pour la qualité de votre présentation. La présentation suivante est la présentation de Monsieur Yazdan Yazdanpana. Alors, Yazdan est, vous savez, comme tout le monde le sait, est maintenant le directeur de la NRS Maladies émergentes depuis janvier 2021. Il est également, depuis 2017, directeur de l'Institut I3M, Immunologie, Inflammation, Infectiologie et Microbiologie dans le cadre d'Aviesan. Il est responsable d'une équipe INSERM, il dirige le service de maladies infectieuses à l'hôpital Bichat. Et en plus de tout ça, Yazdan est membre du conseil scientifique pour Covid-19 et du président Emmanuel Macron. Et il va aborder la question des maladies infectieuses de l'ANRS. Et nous attendons impatiemment de savoir qu'il nous raconte où va la recherche contre le VIH à l'ANRS. Merci Yazdan et merci d'avoir accepté malgré toutes tes contraintes. Non, c'est un honneur. Hein. Merci beaucoup. Merci Christine. Merci de m'avoir invité. Et effectivement, je vais essayer en un quart d'heure de revenir avec vous sur l'agence, d'une part, et après, à l'intérieur de ça, où va la recherche contre le VIH. Donc, la création de l'agence, je tenais d'ailleurs à le dire qu'on l'a fait ensemble avec François Dabis qui est présent, toute l'installation à partir du mois de juin 2020 jusqu'au mois de décembre, parce qu'il y avait un contexte, on avait réfléchi déjà avant à ça, mais c'est sûr que la crise Covid a accéléré un peu les choses. Et l'idée de créer, en réponse à l'exigence, une meilleure coordination de la recherche dans les maladies infectieuses et émergentes, au-delà des VIH et hépatites, avec le modèle ANRS, avec ce qu'a représenté ANRS dans le VIH, hépatite, les IST et la tuberculose, et avec ce que pouvait apporter Reacting, qui était beaucoup plus petit, mais qui avait depuis quelques années travaillé autour de l'émergence. Et en gros, l'ANRS maladie infectieuse émergente est née de cette fusion entre les deux. En fait, on est sur exactement le même principe auquel je tiens. On n'est pas une agence de financement, on est une agence d'animation, de coordination, d'évaluation et de financement. Et ça, je pense que c'est extrêmement important à rappeler parce que c'est le modèle ANRS et un modèle auquel on tient. Le périmètre, bien sûr, il y a le VIH,
les infections sexuellement transmissibles, les hépatites, la tuberculose, dans lesquelles on rajoute les maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Donc, l'ANRS historique plus les infections émergentes et émergentes en ce qui concerne la nouvelle thématique. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'impulser des projets structurants. Je reviendrai là-dessus, mais être aussi à l'écoute des chercheurs et surtout essayer vraiment de ne pas dupliquer. J'ai parlé de périmètre. C'est au moment de la création de l'agence, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais vraiment, c'est à un moment donné, au moment où il y a des gens qui voulaient qu'on fasse que les infections émergentes virales. Moi, je n'étais pas tellement d'accord. Imaginez qu'on a une émergence bactérienne, on va l'air avoir un peu con en disant on a une infection, une agence d'émergence, il n'y a pas de bactéries dedans. Par contre, il y a des sujets qui ne sont pas dedans parce qu'on a pensé qu'il faut faire les choses étape par étape. Par exemple, l'antibiorésistance, pour l'instant, on ne l'a pas mis dedans. C'est vraiment un continuum entre la recherche fondamentale, recherche transactionnelle, épidémiologie, modélisation, sciences sociales. C'est un peu le même principe que l'ANRS. On essaye vraiment de couvrir l'ensemble des champs thématiques par rapport à l'ANRS historique, s'intéressant à l'émergence, 75% des émergences venant de l'animal à l'homme, étant des zoonoses. On ne peut pas ne pas travailler sur l'animal et l'environnement. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi d'intégrer et de réfléchir sur le One Health. Et enfin, François en a parlé, le santé globale, je pense qu'il faut progressivement, de plus en plus, intégrer la notion de One Health. Là, c'est ce qu'on appelle l'organigramme de la nouvelle agence. C'est juste, alors c'est un peu petit, hein, mais c'est pour vous dire, on prend la même chose que l'ancienne agence, mais on a rajouté un certain nombre de départements. Il y a bien sûr le département administration, recherche fondamentale, recherche clinique avec la pharmacovigilance, la recherche en santé publique, mais on a rajouté de nouvelles thématiques. Il y a la thématique innovation qu'on a rajoutée, et parce qu'on a pensé que l'innovation, au-delà de vaccins, traitements et tout ce qui est diagnostic, c'est très important. Le partenariat public-privé est très important. Donc, c'est quelque chose qu'on a rajouté. On a rajouté deux départements transversaux, un qui est soutien structurant à la recherche et un qui est partenariat, qui n'est pas là d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, mais ah oui, il est en haut, stratégie à partenariat. Donc, c'est deux départements qui sont beaucoup plus transversaux. Alors, il n'y a plus le département sud, mais le sud va être hyper important et on a pensé que ce sera plutôt international que le sud et vraiment dans le département stratégie et partenariat. Alors, il y a un certain nombre de gens qui vont arriver. L'idée, c'était d'essayer d'avoir, donc par exemple, sur le département innovation, il y a quelqu'un qui va commencer à la fin du mois, qui est Catherine Bilger, qui arrive de l'ONU-SIDA pour reprendre le département. Elle a travaillé sur l'innovation, notamment dans le passé à l'ONU-SIDA, et elle va arriver pour travailler pour la recherche. Enfin, on a fait quelques changements, et c'est un mix de ceux qui travaillaient sur l'ANRS, beaucoup plus nombreux et quelques personnes au niveau de Reactic. On a un nouveau directeur adjoint qui est chargé des infrastructures et des affaires européennes, qui est Hervé Raoult, qui s'occupe toujours d'ailleurs du P4 de Lyon. On a un conseil d'orientation, que vous savez, c'est un peu l'office de conseil d'administration de l'ANRS. La présidente, c'est Isabelle Richard, qui est vice-doyen de l'université de Angers, qui était par ailleurs dans le passé conseillère de Frédéric Vital, mais elle n'est plus en matière de recherche. Donc, elle est la nouvelle présidente conseil d'orientation. On a demandé à Sharon Levin, qui a plus de passé en dehors de VIH que tout le monde connaît, mais il a aussi un passé autour de l'émergence, parce qu'il s'occupe de l'équivalent de Reacting en Australie, de devenir la présidente du conseil scientifique
de l'ANRS, maladie infectieuse émergente, et on est en train de refaire les membres, gardant moitié et ajoutant une moitié de maladies infectieuses émergentes. Donc, vous voyez, voilà un peu pour vous essayer de comprendre la nouvelle organigramme. Vous avez vu par ailleurs qu'on veut vraiment mettre de plus en plus de femmes aux différents niveaux de la coordination et de la direction. Ça, c'est les différentes, finalement, mission de l'agence: animation, évaluation, soutien structurant, appel à projet. Je ne vais pas détailler ça, je vais un peu revenir sur tout ce qui est animation et coordination après. C'est une agence autonome au service de sa mission de facilitation. On a vraiment essayé de mettre d'autres organismes que les organismes qui étaient au sein de la NRS historique et de faire rentrer d'autres éléments comme par exemple le CEA, comme le CIRAD, comme l'IRAE, parce qu'il y a une One Health, soit au niveau de conseil d'orientation, soit au niveau de ce qu'on appelle le conseil de partenaires. Donc, je ne vais pas tout détailler. Bien sûr, le rôle des associations est très important, comme avant. Les associations des patients, la nouveauté, c'est qu'on a fait rentrer les ONG aussi. Par exemple, au niveau de conseil d'orientation de l'agence, il y a maintenant Médecins du Monde. Au niveau de conseil scientifique, on va proposer probablement à MSF d'être présent pour essayer aussi, parce que dans l'émergence, c'est très important. Le budget, parce que je sais que tout le monde veut quand où va le VIH, une des questions clés, c'est quoi le budget? Ça, c'est les dotations historiques de Mesri, du ministère de la Recherche, 39 millions d'euros. Il y a un dossier, alors pour Reacting, c'est 500 000 euros par an, donc c'est rien. Donc ça, bien sûr, ça va continuer. Et attention, vraiment l'objectif, puisqu'on parle de VIH, des hépatites, des IST, de la tuberculose, ce n'est absolument pas de modifier quoi que ce soit à ce budget, de garder tel quel. Alors, pour le reste, il fallait aller trouver du budget. Donc, il y a un plan prioritaire de recherche. Vous avez entendu la semaine dernière, ou il y a 15 jours, ça a été déclaré par la ministre, 80 millions d'euros sur 3 à 5 ans. Et en gros, l'idée de ce PEPR, c'est de faire des appels à projets et des soutiens structurants autour de la préparation à l'émergence, d'essayer de comprendre déjà pourquoi il y a l'émergence, donc autour des sciences fondamentales, mais aussi autour de l'épidémiologie et sciences sociales, d'essayer de mettre en place des contre-mesures pour lutter, ça c'est le segment 2, et enfin, d'essayer aussi de comprendre sur un plan sociétal pourquoi il y a ces émergences et essayer de mettre en place des choses pour lutter contre. Donc, 3 segments sur lesquels on travaille. Les 3 segments, ça fait 80 millions d'euros sur 3 à 5 ans. On espère le faire 3 ans. Ça, c'est une source de financement pour essayer de mettre en place dès cette année, dès le mois d'octobre, j'espère, une première appel à projet autour de la préparation de l'émergence. On a par ailleurs un budget, et c'est en train de se préciser, assez important pour financer la réponse à l'urgence en 2021. Donc là, on va aussi l'avoir, c'est assez important. Alors, comme le chiffre n'est pas assez exact encore, je préfère ne pas le dire pour ne pas me contredire, mais ces deux-là, on l'a quasiment de manière sûre. On a demandé après 2021 un financement récurrent pour répondre à la crise entre 10 à 15 millions pour lesquels on est en train de lutter. On a un financement, ça s'est quasi fait, de recherche clinique via le PHRC qui nous donnerait à partir de 2022 10 millions par an. Donc, on est en train d'avancer. C'est pour vous dire, tout n'est pas gagné. Je ne vais pas être, mais on a quand même des budgets pour la préparation, pour répondre à l'urgence et pour essayer de mieux s'organiser. L'idée, c'est on a 40 millions pour VIH et hépatite et on arrive à 40 millions pour l'émergence de manière continue par an. Alors, cette partie-là, c'est important parce que c'est là où je veux aussi vous dire c'est quoi un peu l'idée sur l'organisation de l'animation scientifique. On a commencé avec François ça et après on a continué, c'est de consultation de la communauté. Et on a continué avec
quand on est arrivé vers le mois de janvier-février, on a demandé à toutes les actions coordonnées de travailler sur un peu la stratégie future de l'agence. On a eu des réunions avec les sites ANRS et on a consulté les chercheurs via une communication spéciale. C'est quoi les différentes questions? La première question, très compliquée, c'est est-ce qu'il faut avoir une animation, une coordination verticale ou transversale? Je peux vous dire que ce n'est pas une question simple. Vous allez voir, on a une réunion stratégique avec l'ensemble des présidents des CSS et actions coordonnées début juillet. Probablement, ça va être vertical avec des actions transversales. Actuellement, vous voyez les actions coordonnées historiques de VIH, des hépatites, auxquelles on a rajouté le Covid où il y a beaucoup de choses, les arboviroses parce que ça existait déjà, les fièvres hémorragiques, auxquelles on va ajouter une autre action coordonnée sur les pathogènes à tropisme respiratoire, et on veut quand même rajouter des actions coordonnées transversaux sur la modélisation, ça c'est déjà en place, sur les sciences sociales, et l'objectif de la réunion que je vais vous présenter tout à l'heure avec l'ensemble, c'est d'essayer de trouver de plus en plus ces actions transversales. La deuxième chose, c'est qu'on va vraiment essayer de travailler sur cette continuum de recherche et mélanger plus le fondamental et clinique parce qu'on pense que c'est important. Comme je vous ai dit, avoir des actions structurantes et donc pour ça, j'ai demandé à l'ensemble des actions coordonnées de définir 2 ou 3 axes qui considèrent importants sur lesquels travailler sans pour autant ne pas écouter le terrain et avoir des appels à projets génériques. Je vous montre les exemples. La C41 m'a déjà répondu. Et donc la C41, donc c'est recherche fondamentale. Et en gros, ils disent qu'ils ont défini ces stratégies prioritaires pour eux sur la base des forces de la recherche en France, après identification des domaines de recherche et compétitivité par rapport à la recherche au niveau international et par rapport à des axes à renforcer en vue de contexte et des questions de priorité scientifique internationale. Et ils ont défini, par exemple, 3 axes. Mécanisme de régulation et persistance de l'infection VIH, mécanisme de développement et de la prévention des comorbidités liées à l'infection VIH, mécanisme d'induction et réponse immune optimale et développement des stratégies thérapeutiques visant les fonctions de l'hôte. On a posé les mêmes... Alors, et par ailleurs, excusez-moi, ils ont proposé aussi, parce que je leur ai demandé, des actions transversales qu'on peut avoir avec d'autres domaines fondamentaux en virologie, par exemple, ou même sur l'ensemble des pathogènes. Par exemple, l'évolution de la phylogénie des virus, facteurs viraux et cellulaires de la barrière espèce, etc., où on peut peut-être mettre des choses, des groupes de travail au niveau transversal. J'ai posé la même chose pour la recherche en santé publique. Alors, eux, ils sont bien sûr plus allés sur le dépistage, sur la PrEP, sur comment caractériser les transformations sociales de nouvelles normes préventives, sur la prévention et l'information en santé sexuelle. Je ne vais pas détailler, mais je peux vous dire qu'avec le Covid, les nouvelles technologies vont prendre un coup de fouet majeur sur tout ce qui est prévention. Majeur. Survivre, qu'on soit jeune ou vieillir avec le VIH, là aussi, l'empowerment va prendre un point essentiel. Donc, en fait, on a demandé à chacun des AC ça. D'une part, c'est quoi les stratégies et par ailleurs, c'est quoi les thématiques transversales. Et là, par exemple, pour eux, ils m'ont dit public précaire, mieux comprendre les barrières ou la médecine générale ou de première ligne. 2 minutes, en fait, Yazdan. Oui, on demande de ne pas déborder. Ouais, 2 minutes, j'ai fini, j'ai presque fini. Et en fait, donc du coup, on a une réunion le 9 juillet, en fait, avec l'ensemble des AC et l'ensemble des sites aussi, pour mettre en place une première ébauche de plan, en fait, pour mettre une première ébauche de plan stratégique au niveau des axes sur lesquels on veut travailler et de la transversalité. Ça, je finis avec ça. Par ailleurs, donc je vais vous dire aussi que sur les sites, là aussi, il y aura une réunion pour essayer de définir
un programme stratégique pour essayer d'ouvrir d'autres sites, pour augmenter le nombre de projets au sein du réseau, pour faire plus de sud-sud, mais aussi de nord-sud. Et les mêmes discussions ont lieu sur les financements des projets. Est-ce qu'il faut que ça soit générique ou structurant, ou peut-être les deux? Et par ailleurs, on a mis en place un groupe qui va commencer à travailler, je pense probablement en septembre, sur un politique jeune qu'on peut aussi vraiment renforcer avec des financements ciblant les jeunes. Voilà, je m'arrête là. Alors, vous voyez, j'ai essayé de présenter quelque chose beaucoup plus global avec la place de VIH dedans pour essayer de vous dire comment, vers quoi on va aller et avec, j'espère, un plan stratégique au mois de septembre, une fois qu'on a aussi beaucoup plus d'infos sur les financements. Merci beaucoup. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, vous les trois orateurs. Un grand merci pour le contrôle de temps et surtout pour ces informations extrêmement importantes pour nous tous. Encore merci de nous avoir consacré autant de temps. Je laisse la parole à l'équipe de SIDAction. Au revoir. Salut tout le monde. Merci. Au revoir Florence.